Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous suivre, aussi bien sur Facebook, YouTube que Instagram. Donc n'hésitez pas, aimer, commenter, partager. C'est avec plaisir qu'on peut faire toujours plus de vidéos et de nouveaux contenus. Et là, je vais proposer un contenu qu'on m'a demandé à plusieurs reprises. Comment acheter une voiture d'occasion. Alors il y a un peu de vent aujourd'hui, le temps est très beau, mais il y a un petit peu de vent, donc je suis désolé, peut-être que ça va pas être top au niveau de la qualité sonore. Donc je reviens sur le thème de cette vidéo qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est comment acheter un véhicule d'occasion. Cette vidéo va avoir pour but de montrer des bases essentielles à l'achat d'une voiture. Bien sûr, il va y avoir des spécificités sur chaque modèle. Il va y avoir des voitures avec un certain nombre de fragilités que d'autres n'auront pas, donc des points essentiels à vérifier. Et on va également partir sur une base, sur un principe qu'on est sur pas une voiture de collection, mais une pure voiture d'occasion. C'est vraiment on va dire que je vais présenter une méthodologie assez courante. Si toutefois vous avez besoin de conseils supplémentaires, si vos capacités sont un petit peu limitées pour vous montrer des autos, je propose des services particuliers de recherche de voitures et de visite de véhicules, et là qui peuvent être vraiment spécifiques à une voiture et à votre voiture. Ça, vous pouvez toujours me contacter par message pour que je vous explique, ou bien vous rendre sur mes pages professionnelles et donc le Garage PTS, et je pourrais donc vous aiguiller un peu plus sur mon travail quotidien, mon travail réel. Donc là, en l'occurrence, je prends une de mes voitures perso, c'est pas une voiture qui est à vendre, c'est une de nos voitures perso qu'on ne vend pas. Donc c'est une BMW 325 Ti de 2004 46. Donc c'est ce qui est une voiture d'occasion la plus classique possible. C'est une voiture qui a 15 ans, qui a 110 000 km, un peu moins, qui a entre 100 et 110 000 km. Enfin voilà, là c'est vraiment une voiture d'occasion de base qu'on peut qualifier de voiture de monsieur tout le monde. C'est pas une voiture de luxe, c'est une belle voiture, c'est sûr, c'est pas une 206 de base ou une Twingo, mais disons que c'est pas une voiture non plus hors de prix, et qui est dans le jus avec quelques défauts de carrosserie dû à son utilisation essentiellement parisienne. C'est une voiture qu'on sert tous les jours, donc elle a quelques défauts de présentation, mais elle a le mérite d'avoir sa patine d'origine, on va dire. Donc on va revenir sur le point essentiel de cette vidéo, c'est-à-dire comment acheter une voiture d'occasion. Donc la première chose à faire, à mes yeux, la numéro 1, qu'il ne faut même pas, qui est intraitable et qu'il ne faut même pas essayer de négocier. Le premier point à faire, c'est regarder la concordance du numéro de série qui est inscrit sur le châssis de la voiture avec la carte grise, et la carte grise correspondant à une plaque d'immatriculation qui également correspond avec le propriétaire de la voiture. Donc je m'explique, je vais vous montrer sur cette voiture sans vous montrer son numéro de série, bien sûr. Donc le numéro de série est l'identification unique de la voiture. Ça va être un peu son nom, son prénom, ça va être ça. Donc ça va être vraiment les choses essentielles. Chaque numéro de série est unique, il est attribué par le constructeur lors de la sortie d'usine, et il doit être répertorié sur la carte grise. Donc en fonction des voitures, donc ça va être variable encore une fois en fonction des voitures, mais la plupart du temps ça reste noté sous le compartiment moteur à droite ou à gauche. Moi je l'ai gravé sur l'amortisseur, donc on peut voir à notre gauche, qui est donc l'amortisseur droit, plus une plaque d'identification que l'on peut voir à côté du filtre à air sur la tête d'amortisseur également. Donc de chaque côté, à droite et à gauche, on va avoir l'identification du numéro de série. Donc c'est 17 caractères
Vous allez retrouver donc ces 17 caractères, donc soit qui vont commencer par un W, soit par un VF, soit par un VS, soit par un WVW, en fonction de la marque. Ça va être une Volkswagen, une Seat, une Peugeot, une Renault, correspondre avec la carte grise de la voiture, et doit également correspondre à la pièce d'identité du propriétaire. Donc le nom sur la carte grise doit être identique à la pièce d'identité du propriétaire. Éventuellement, c'est un garage, il faut bien s'assurer qu'il ait fait ses déclarations d'achat, etc. Donc ça, c'est vraiment les choses de base. Et là, vous assurez que la voiture n'est pas gagée. Donc vous avez un site internet de l'État qui vous permet de vérifier ça, hein, le non-gage. Ça vous permet de voir si la voiture a une déclaration de vol, d'accident, si la personne n'a pas payé ses amendes, etc. De la même façon, une voiture qui n'a pas ses papiers en règle, etc., on oublie. Hein, c'est tout de suite pas le bon plan. Le gars qui dit oui mais j'ai pas le temps de faire la carte grise, ou j'ai pas le temps, ou j'ai la flemme, ou je sais pas quoi, bon, en général ça pue, il peut y avoir des amendes. Et sachez que si vous mettez je sais pas moi, vous achetez votre voiture le 1er mai, la carte grise est barrée du 1er avril, vous êtes responsable de la voiture à partir du 1er avril, sachant que vous l'avez acheté le 1er mai. Ça, c'est pour les personnes qui veulent éviter de faire leur carte grise à leur nom. Il vaut mieux éviter, vaut mieux avoir une carte grise à jour et en règle au nom du propriétaire. Avec ça, vous pouvez confirmer que le numéro de série correspond avec le contrôle technique s'il y a eu à faire un contrôle technique. Donc le contrôle technique est obligatoire pour les voitures de plus de 4 ans et doit être de moins de 6 mois pour pouvoir acheter une voiture. Donc assurez-vous avec le contrôle technique que le numéro de série correspond avec tous les éléments que je vous ai dit tout à l'heure. Ça, c'est vraiment le B à bas de la voiture. Donc les numéros de série, vous allez les retrouver sur le châssis, vous pouvez le retrouver sur le coffre, sur les montants de porte, parfois noté sur le pare-brise. Petite indication, parfois vous allez avoir le gravage du numéro de série sur les vitres. Si le numéro de série est équivalent, là vous êtes tranquille, vous savez que là vous n'avez pas à faire une voiture volée ou quoi que ce soit, vous pouvez administrativement être tranquille de ce côté-là. Ça, c'est la chose numéro 1 à faire quand on achète une voiture, c'est régler ces points de vue-là. Une fois que cela est fait, puisque le capot moteur est élevé, la voiture théoriquement n'a pas démarré. La deuxième chose à faire pour moi, c'est de voir la voiture moteur froid. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pour le premier rendez-vous de se donner un point de rencontre sur un parking de supermarché, de gare, enfin peu importe. Pour moi, c'est pas l'idéal. Idéalement, c'est de voir la voiture où est-ce qu'elle stationne habituellement dans son environnement. Ça va vous donner une indication sur l'état général du secteur. Une voiture qui est achetée dans une belle résidence ou dans une belle maison propre et sans tache en dessous, à droite à gauche, en général, c'est une voiture qui va être saine. C'est les petits indices qui donne une bonne température. Une voiture qui traîne dans une rue en plein Paris, forcément elle va avoir des coups de pare-choc, des machins, elle va jamais être garée au même endroit, ça va toujours être plus embêtant. Et pourquoi je propose systématiquement de voir une voiture avec moteur froid, ça permet d'entendre le bruit au premier démarrage, le bruit à froid de la voiture, et également de contrôler les niveaux d'eau et d'huile sur la voiture. Donc idéalement, une fois que vous avez contrôlé vos numéros de série, vous regardez votre capot moteur et là vous tirez donc votre jauge à huile qui est ici, en tout cas généralement qui est très facilement visible, soit en jaune soit en rouge sous le capot moteur. Pour pouvoir l'identifier, vous tirez cette jauge à huile et l'huile doit se situer entre le niveau mini et maxi de la jauge. Donc ça, c'est pareil, en fonction de chaque modèle, ça va être plus ou moins facilement identifiable. La jauge doit être entre le mini et le maxi. S'il y a trop d'huile, c'est pas bon pour le moteur, et éventuellement le turbo s'il y en a un. S'il n'y a pas assez d'huile, évidemment le moteur peut également casser, et là ça poserait d'éventuels problèmes. Contrôlez également le liquide de refroidissement et sa quantité et sa couleur. Un liquide de refroidissement, donc en général c'est de couleur bleue, verte, rouge, jaune. Voilà, c'est une couleur propre et vif. Si votre bocal est tout sale, marron, dans son contenant intérieur, s'il est boueux,
c'est en général pas bon signe sur un potentiel entretien de voiture. Sur une voiture essence, plus l'huile est de couleur claire, mieux c'est. Et également donc contrôler le liquide de refroidissement, sa quantité et sa couleur. Plus il va être d'un aspect sale, moins bon c'est. Éventuellement aussi, vous pouvez ouvrir le bouchon d'huile de la voiture pour regarder son état. S'il y a plein de ce qu'on appelle de mayonnaise, donc littéralement vraiment un aspect de mayonnaise, vraiment beaucoup de pâte couleur jaunâtre, en général ça sent pas bon. Il y a risque de joint de culasse sur la voiture. Bon, là on va rentrer sur des choses un peu plus techniques, donc je vais pas aller plus loin, mais déjà en tout cas si vous voyez du jaunâtre sous le bouchon, alors s'il y a une petite goutte c'est pas grave, ça peut être de la condensation. Par contre si c'est vraiment un truc épais comme ça, bah, vous faites demi-tour, vous n'allez pas plus loin. J'ai pas besoin de vous faire d'explicatif sur comment contrôler si elle a vraiment le joint de culasse. Si vous voyez ça, vous faites demi-tour et puis vous partez. Vous jetez un œil de manière générale au compartiment moteur de la voiture et vous essayez de déceler des choses qui vous paraissent anormales. Un moteur, que la voiture ait 50, 100 000, 200 000 km, ça doit être propre sans excès. Alors si c'est très propre, pourquoi pas. De toute façon, si la voiture elle a une grosse fuite d'huile, on va le voir assez facilement puisque il va y avoir des grosses marques noires des coulées importantes. Si la personne est très précautionneuse et qu'elle a lavé son moteur de manière très nette, et pourquoi pas, il faudra écouter la mécanique pour voir si elle se sent bien. Là c'est un moteur qui a 105 000 km. Bon, je l'ai déjà lavé ce compartiment moteur il y a peut-être 1 an ou 2. On voit qu'il y a un peu de poussière à droite à gauche, mais il n'y a rien de particulièrement anormal. Et il faut détecter des traces de potentielle fuite. Donc là on voit par exemple ici que j'ai une petite couleur d'huile, ça c'est le joint de cache-culbuteur qui est HS, c'est pas grand chose. Il va falloir que je pense à le faire à la prochaine révision, puisque c'est une voiture qui a 15 ans. Donc on le voit, si on fait tout le tour, on voit que c'est un petit peu marron. Ça c'est pas très très grave, mais il faut penser à le faire. Potentiellement, si vous avez la même chose, voir à négocier avec le propriétaire de la voiture pour que soit il le remplace, soit que vous négociez le tarif avec lui sur le véhicule que vous convoitez. Donc là, l'étape suivante pour moi, c'est de mettre en route le véhicule. Là, ce que vous faites, vous prenez la clé de contact, vous contrôlez que le maximum de voyants s'allume et s'éteigne. Vous laissez l'éventuel préchauffage si la voiture est une voiture à motorisation diesel, et si c'est une voiture à moteur essence, il n'y a pas de préchauffage. Dès que les voyants sont éteints, vous pouvez donc démarrer votre voiture et puis voir donc les différentes informations qui circulent sur votre tableau de bord. Si vous ne voyez rien d'anormal, juste le frein à main d'allumer comme c'est le cas là, écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc une fois que ça c'est fait, en général, parce que là je parle et je suis pas très vif, mais dès que vous avez démarré l'auto, essayez de regarder en direction du pot d'échappement de la voiture pour voir s'il n'y a aucune fumée qui s'y était dégagée au démarrage. S'il n'y a pas de fumée, là votre moteur tourne plus ou moins rond, donc vous êtes plutôt pas mal. Il n'y a pas eu de fumée, tous les voyants sont éteints. Voilà, ça donne une bonne indication. Également, vous écoutez le bruit du moteur. Si le bruit du moteur vous paraît être tout à fait normal, c'est-à-dire pas de crissement de courroie, pas de pot d'échappement percé. Ensuite, donc une fois que votre voiture est en route, si aucun voyant n'est allumé sur la voiture, vous pouvez poursuivre et on passera à l'étape d'après. S'il y a des voyants allumés au tableau de bord, il va falloir en contrôler le motif. Alors est-ce que c'est des voyants d'ABS, est-ce que c'est des voyants moteurs, etc. Est-ce que c'est des voyants d'alerte?
Ça peut être beaucoup de choses comme pas grand chose. Il y a des voyants qui vont s'allumer au tableau de bord de manière intempestive, qui vont être par exemple intéressants pour l'acheteur parce que ça peut amener de la négociation. Et par contre il va y avoir des voyants de danger et qui peuvent être plus compliqués, et donc là si vous n'y connaissez pas grand chose, vous faites demi-tour. Ce qui est important et si possible de faire, c'est de voir la voiture et de se reculer de quelques mètres de la voiture et de pouvoir l'analyser de chaque côté. Ce qu'il faut bien regarder sur une voiture comme ça, c'est d'avoir une peinture assez uniforme sur tout le latéral. Une peinture qui va être ternie par les années, donc là une voiture de 15 ans comme celle-ci, elle peut avoir une peinture qui est moins fraîche que chez le concessionnaire. Par contre, s'il y a, admettons, l'aile qui est très brillante et tout le reste de la voiture qui est assez terni, si on prend quelques mètres de recul, ça va frapper les yeux. S'il y a une aile par exemple ou une porte qui est très brillante, il faut demander pourquoi. Alors des fois c'est quelqu'un qui va avoir refait sa carrosserie pour des raisons purement esthétiques. Après c'est un choix discutable de faire un seul élément de carrosserie sur une voiture, mais c'est plus souvent signe d'accident. Alors s'il y a eu accident, après ça ne veut pas dire que la voiture est foutue, mais il faut mettre l'accent sur le point au niveau de l'accident. Si la porte a complètement été écrasée, est-ce que la voiture n'a pas été tordue ou pas, ou le pare-choc ou l'aile, enfin peu importe. Il faut essayer de regarder ces indices-là pour voir s'il n'y a pas des problématiques plus importantes que le fait d'avoir simplement repeint une porte. En général, moi, le propriétaire d'une voiture qui vend sa voiture, il va toujours essayer de parler un petit peu. Ne posez pas de questions style pourquoi vous la vendez, etc. C'est des questions complètement inutiles, hein. Il peut vous dire ce qu'il veut, ça n'a que peu d'importance. Le mieux, c'est de se concentrer sur l'objet que vous convoitez. Vous regardez ça attentivement, plutôt que de vous dire est-ce que la voiture elle va être vendue parce qu'il va acheter un monospace, un Kangoo ou une caravane, peu importe, hein, c'est pas ou ici divorce ou machin, enfin il y a toujours des histoires. Le tout c'est de pas ça c'est vraiment pas de savoir. Moi il y a plein de gens qui me posent cette question, pourquoi il l'a vendu, je sais pas, et de toute façon il n'y a pas d'importance. Pourquoi il l'a vendu, c'est pas la chose la plus importante. Analyser les différents défauts. Donc une voiture qui a 15 ans doit présenter des défauts, c'est normal, hein. Ce genre de truc là, le rétro griffé, des petites marques de style retouche, des petits coups sur la carrosserie, c'est pas très grave. Ça fait partie de la voiture. Moi je préfère une voiture comme ça qui est dans le jus, qui présente bien, avec quelques marques, plutôt qu'une voiture avec la carrosserie impeccable qui a été tordue 18 fois et qui a été repeinte de mauvaise manière. Après c'est chacun ses goûts. Ce qui peut coûter cher dans la carrosserie, entre des choses que je vais montrer comme ça et d'autres qui peuvent être plus gênantes, c'est une potentielle grêle qui serait tombée sur le véhicule, parce que ça c'est assez coûteux, c'est assez désagréable à la vue. Donc de la grêle, ça vous ferait plein d'impacts. Donc là il n'y en a pas, mais ça vous ferait plein d'impacts sur le toit, sur le capot, sur le coffre arrière, etc. Et ça c'est assez désagréable parce que ça fait plein de petites bosses. Visuellement c'est pas joli et c'est très coûteux. Et une voiture qui a été grêlée, le jour où vous voulez la revendre, même si ça vous gêne pas, ça vous pénalise fortement sur le prix de la voiture. Tout comme des bas de caisse qui peuvent être enfoncés. Ça c'est également très coûteux à faire réparer. C'est très gênant pour la suite si vous voulez revendre votre voiture dans quelques temps, si vous ne refaites pas la carrosserie. Ça peut être très coûteux. Si vous utilisez la voiture jusqu'au bout et que vous n'en avez pas grand chose à faire, pourquoi pas, ça peut vous permettre de faire une affaire. Mais sachez qu'un bas de caisse enfoncé, c'est assez coûteux en carrosserie. Sur l'ensemble après de la voiture, puisque vous étiez en train de faire le tour, en même temps regardez à droite à gauche si vous voyez des traces de rouille ou pas. La rouille c'est condamnable aujourd'hui. Donc selon certaines voitures, il va y avoir des fragilités de corrosion que d'autres ne vont pas avoir. Donc ça je ne vais pas rentrer dans le détail. Quand vous faites le tour, vous essayez de vérifier s'il y a de la corrosion ou pas.
En général, s'il commence à y avoir déjà de la corrosion sur l'aspect extérieur de la voiture, au niveau du châssis, ça va pas être très beau. Donc il va y avoir pas mal de pièces d'usure qui vont être fatiguées. Et pire, des fois, il peut y avoir des trous dans le châssis. Encore une fois, si vous n'êtes pas spécialement professionnel de l'automobile ou pas bricoleur particulièrement, évitez d'acheter une voiture avec de la corrosion, ça va vous apporter des ennuis plus qu'autre chose. De la grêle, des bosses, des rayures, même en bas de caisse enfoncée, ça va pas être joli, mais ça va pas être dramatique même pour le contrôle technique. De la rouille, c'est plus compliqué. Après, évidemment, vous terminez sur le vitrage, vous regardez l'ensemble, vous regardez son bon état. Si les vitrages sont ok, vous pouvez donc retourner à l'intérieur de la voiture et regarder son ensemble. Sur une voiture comme ça, ce qui compte, c'est de regarder l'aspect général. Un aspect général propre, c'est plus engageant. Les odeurs également, c'est très important de regarder. S'il n'y a pas de taches particulières, surtout sur un intérieur beige comme celui-là, voilà, il peut y avoir ce genre de petits trucs, c'est pas très grave. Encore une fois, on s'en sert de la voiture. Ce qu'il faut, c'est pas avoir de grosses traces, de moquettes HS, etc. Ce qui est important de regarder dans les indices, quelqu'un qui passe l'aspirateur pour la première fois depuis 2 ans dans sa voiture, il va peut-être oublier certains détails et il va y avoir dans des coins des grosses traînées de crasse ou quoi que ce soit qu'il n'aura peut-être pas eu le temps d'enlever. Bon, c'est un indice peut-être qui se dit tiens, il lave jamais sa voiture et puis il l'a lavé juste pour la vendre. Là, sur celle-ci, ça se voit pas particulièrement puisque le coffre est assez étroit et puis la batterie est derrière sur les BMW. Vous essayez de regarder au niveau ce qu'on appelle des longerons du plancher de coffre pour voir s'il n'y a pas de déformation et de la corrosion. Si c'est propre comme ici, vous pouvez avancer et passer à autre chose. Si c'est complètement, si c'est écrasé à un endroit ou s'il y a de la rouille, s'il y a un truc qui vous paraît anormal, posez des questions et potentiellement faites demi-tour. Une voiture qui a eu un choc arrière, on peut changer le pare-choc arrière et qu'elle reprenne un aspect à peu près normal, mais elle peut être écrasée en dessous. Encore une fois, ça peut être compliqué. Donc là on est sur une 3 portes, sur une 5 portes on fait la même chose, on teste les ceintures à l'arrière. Là je ne vais pas vous le faire parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Vous regardez donc les ceintures arrière si elles sont fonctionnelles, vous regardez le plafonnier pour voir s'il est en bonne condition. Vous regardez bien de chaque côté que les sièges soient bien fixés à droite et à gauche à l'avant. Et ensuite vous installez à bord et là vous sentez l'atmosphère de la voiture. Si les plastiques sont sains, propres, pas trop rayés, pas trop abîmés, de la même couleur, qui est quelque chose qui vous paraît normal, bon là vous pouvez continuer à regarder la voiture et à essayer de trouver d'autres défauts. Une voiture qui a 10-15 ans, qui a un volant un petit peu usé, c'est normal, même si elle n'a pas trop de kilomètres. Ça peut arriver même à un pommeau de vitesse. Essayez de regarder l'ensemble. Une voiture, elle peut avoir peu de kilomètres, elle peut avoir, j'en sais rien, 15 ans et 60 000 km, mais avoir roulé tous les jours 2 km. Du coup, il y aura un temps d'utilisation, et puis faire 2 km dans Paris et mettre 30 minutes ou faire 50 km en 30 minutes sur une autoroute, le temps d'utilisation de la voiture sera le même et le kilométrage sera pas le même, et donc forcément au niveau des sièges, etc., l'usure peut être la même sur une voiture qui a 50 ou 60 000 km qu'une voiture qui a 120 000. Faut faire attention à ça. Et puis pareil, il y a des voitures qui vieillissent mieux que d'autres, ça c'est évidemment une norme tout à fait logique. Donc je remets en route ma voiture, puisque je rappelle que depuis tout à l'heure normalement votre voiture était censée être en route. Regardez tous les équipements électriques, vous regardez les 4 vitres électriques ou les 2 vitres électriques s'il y en a qui soient bien fonctionnels. S'il y a un GPS, vous essayez de voir que l'écran fonctionne bien et que toutes les informations soient bonnes, que la radio marche, que la climatisation soit fonctionnelle. Donc lorsque la climatisation est pas en route, vous mettez le petit bouton là qui ressemble à un petit flocon de neige, vous appuyez dessus pour allumer la climatisation. Là vous devez entendre un clac, un relais qui se met en route et avoir une variation du régime moteur pendant une petite seconde. C'est normal, c'est que le compresseur de clim se met en route. Si vous n'avez pas ça et qu'ensuite vous n'avez pas de froid, c'est qu'il y a un problème sur la clim. Est-ce que c'est une recharge qui n'a pas été faite?
Est-ce que c'est un problème de fuite sur le circuit de clim? C'est plus souvent ça qu'une simple recharge. S'il n'y a qu'une recharge à 60 €, le mec il se prend pas la tête, il fait la recharge et on n'en parle plus, il se pose pas de questions à savoir est-ce que ma voiture je vais réussir à la vendre ou pas avec la clim ou sans la clim. En général ils font ça. S'il n'y a pas de clim et qu'il vous dit juste à recharger, en général c'est pas bon signe. Donc vous regardez que les différents équipements électriques de la voiture fonctionnent, et là vous partez à l'essai. Idéalement sur un essai, je laisse d'abord le propriétaire de la voiture d'origine se conduire jusqu'à un point X de quelques kilomètres pour déjà voir un petit peu comment la personne conduit sa voiture. Il va être dans son élément, il va être en confiance, il peut lâcher des indices sur sa façon de conduire. Quelqu'un qui tient un peu sur les rapports ou qui est un peu brutal ou qui sait pas passer les vitesses, enfin je sais pas. Bon, c'est signe de faire attention à ce que lui va faire pour essayer de déceler des potentiels problèmes sur la voiture que vous convoitez. Et au bout de quelques kilomètres, c'est à vous de prendre le volant et d'essayer, si possible, de pousser un rapport intermédiaire pour voir si la voiture a une puissance absolument normale et non déconnante, pouvoir confirmer que la voiture marche bien sans à-coups, sans bruit anormal et sans voyant moteur qui pourrait s'allumer. Si tout ça si la conduite de la voiture lors de l'essai vous semble sain et conforme à ce que vous attendiez de la voiture, et il ne reste plus qu'à regarder, à retourner sur l'administratif, savoir si la personne a le carnet, les factures d'entretien, et vérifier que l'entretien sur la voiture que vous convoitez est à jour. Si toutes ces étapes sont réussies sur la voiture, et écoutez, vous avez a priori acheté une excellente affaire. Mais ça, c'est encore une fois quelque chose qui est assez général sur l'achat d'une voiture. On peut avoir quelque chose qui va être plus précis, plus détaillé, voiture par voiture, comment acheter tel modèle. Bon, là, on est, je vous ai dit, c'est une vidéo un peu plus générale. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo tuto sur comment acheter une voiture d'occasion.